Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast L'été Luxury Tale, les talks du luxe et du retail. Je suis Sabine. Je suis Natacha. Et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette saison numéro 2, dont le thème est le succès. Nous souhaitons inspirer nos auditeurs avec les success stories de nos invités. Cette saison, nous avons encore une fois des top voice qui échangeront avec nous leur métier, leur succès et leur mantra. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci beaucoup de participer au talk du luxe et du retail. On est vraiment ravis de t'avoir parmi nous. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire où nous sommes et qui tu es, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Frédéric Bayard. Il y a très longtemps que je suis dans ce magnifique métier qui est l'hôtellerie-restauration. Vous êtes sur un lieu complètement atypique puisque c'est Maison Albar le Vendôme. On est juste derrière un gros brouhaha parisien. Celui des grands boulevards, entre les grands boulevards et les boulevards des Italiens, juste avant l'Opéra. On est rue du Helder et en fait, on est un petit havre de paix à l'intérieur. On a 53 chambres dans l'hôtel. Nous sommes à 5 étoiles. Nous sommes 7 Maisons Albar à Paris et nous faisons partie du groupe Centaurus qui a pour portfolio 50 hôtels dans le monde et en France. La particularité de cet hôtel, c'est qu'il protège un petit jardin à l'intérieur, un jardin japonais exactement, et un restaurant qui s'appelle le Yakuza. Donc le Yakuza, terme japonais, connotation japonaise et portugaise aussi. By Olivier Dacosta, qui lui a plusieurs restaurants au Portugal entre autres. Il est un petit peu moins connu en France, mais il commence déjà à bien faire son bout de chemin. En tout cas, on est très fiers de porter haut et fort les couleurs de Maison Albar et du Yakuza à Paris. Super, très intéressant, merci pour cette présentation. Avec plaisir. Combien tu as de collaborateurs qui travaillent au sein de l'établissement? Au sein de l'établissement, globalement, nous sommes une soixantaine. Ok. On peut dire 58 exactement, entre tous les services, HK, c'est-à-dire les services qui vont faire l'entretien des chambres, les services réception, services restauration, entretien, mais aussi le technique, puisque c'est une ville dans le village, enfin, ou un village dans la ville plutôt. Et en fait, on travaille tous main dans la main pour porter cet hôtel, pour qu'il soit tout simplement à la portée de nos clients. Alors les clients, qu'est-ce qu'ils attendent ils arrivent ici? C'est qu'ils veulent vraiment voir déjà un service humain derrière, mais aussi un service 5 étoiles. Et ça, c'est très important, donc chaque détail va être important. Donc chaque service doit travailler main dans la main en ce sens. Donc effectivement, beaucoup d'exigences. Et toi qui es dans cette industrie depuis de nombreuses années, comme tu le disais, comment est-ce que tu as vu évoluer les méthodes de management, l'état d'esprit global, enfin la manière de manager les équipes en fait? Ouais, alors, bien heureusement, et toutes les méthodes ont évolué, aussi bien pour les femmes surtout que le management en général. Alors évidemment, on a eu un management dit à l'ancienne, que j'ai très bien connu quand j'ai démarré, qui n'a plus rien à voir avec celui que l'on peut développer pour créer maintenant et faire perdurer, c'est ça qui est le plus important. Donc en fait maintenant l'idée quand on a un collaborateur, c'est de le faire grandir par n'importe quel moyen. Et chaque collaborateur doit avoir une ressource intérieure qui doit lui permettre de grandir et c'est à nous de la déceler. En définitive, il faut être proche de son collaborateur pour tout simplement l'amener vers ce développement-là. Et ça va être une clé qui va favoriser le fait que vos collaborateurs resteront plus tard. Et ça c'est très très important de travailler proprement dit vers l'humain, avec l'humain et à travers l'humain. Ça c'est très important. À l'époque, on avait un management qui était dit des années 80, 70. Ils ont pu prononcer un management en disant ça vient des États-Unis, ça venait d'où ça voulait, mais enfin en attendant, c'était pas un management très humain et on poussait les gens à bout. Et au moment où ils allaient craquer, en définitive, on leur mettait un petit coup sur l'épaule en leur disant vous savez ce que vous faites, c'est déjà pas trop mal. Et en définitive, les personnes après s'écroulaient un petit peu et disaient ah finalement il m'apprécie. Et en fait, on n'a pas besoin de passer par ça. On a juste besoin de passer par un apprentissage humain et je crois que c'est la clé. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a une attention particulière pour les équipes à être formées, à être accompagnées. Toi, tu t'occupes particulièrement de quel type de population au sein de l'hôtel? Sabine, il faut savoir que depuis le Covid, il manque 350 000 personnes en France pour travailler dans l'hôtellerie-restauration. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup de personnes issues de l'immigration qui arrivent. Qui veulent travailler, qui ont envie de travailler. Alors quand ils ont les papiers, ça nous favorise nous la possibilité de les embaucher. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, en fait, là où il faut qu'on arrive à les développer d'entrée de jeu, et ça nous développe aussi nous-mêmes, c'est de leur apprendre tout de A à Z. Il y en a, on doit leur apprendre à marcher, à se tenir, à se comporter, à parler. On leur donne des cours de langue à côté, anglais, français. On va les éduquer à une hôtellerie de luxe, vous voyez. C'est ça qui est important de se dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de telle ou telle personne qui va arriver. Et c'est vrai que cet accompagnement nous implique complètement dans l'évolution de l'embauche
du futur. C'est-à-dire que là, maintenant, on s'aperçoit qu'il manque du staff depuis l'axe du Covid. Hein. Malheureusement, beaucoup ont arrêté parce qu'ils ont trouvé une vie beaucoup plus agréable à travers le Covid et se sont développés sur d'autres axes professionnels. Mais nous les prenons dès la base, on leur apprend tout de A à Z, en définitive, c'est ça l'idée, quoi. L'idée, c'est vraiment d'incorporer ces collaborateurs et de les amener vers un professionnalisme aigu. C'est ça, c'est ce qu'on recherche. Et quand tu dis que tu leur apprends à marcher, je vois tout à fait en termes de grooming, en termes d'attitude et de comportement, ça passe comment en fait, et comment ils le perçoivent, comment ils le reçoivent et c'est quoi vos techniques? En fait, la technique, elle est simple, c'est qu'il faut lui expliquer calmement, il faut expliquer au collaborateur très calmement ce qu'on attend de lui. Donc, il faut tout simplement le challenger par rapport à son envie d'évoluer, à son envie d'apprendre. Si on donne une chance à quelqu'un qui n'a jamais fait de restauration, finalement, on donne une chance à un beginner, donc quelqu'un qui va débuter dans la profession. Donc cette chance-là, soit il l'accepte, soit il l'accepte pas. Mais je crois que les 3/4 du temps, enfin pour moi, pour mon analyse, à 90%, les gens l'acceptent parce que finalement, on est là pour leur rendre service et ils le savent. Et après, de toute façon, c'est à charge de revanche parce que ce sont les managers de demain. Et il faut pas l'oublier, on aura besoin de managers demain aussi. Oui, c'est sûr. C'est plutôt très bien perçu même. Et justement, avant qu'on l'interview, tu me disais en off donc que tu avais recruté aussi beaucoup de retraités, enfin que tu faisais appel à des retraités. Est-ce que tu peux nous parler de cette initiative? Alors l'initiative, c'est pas moi qui l'ai inventée, je me suis un peu... disons que j'ai remarqué qu'aux États-Unis, ils le faisaient très souvent, entre autres dans l'éducation, dans la police, des choses comme ça, et les retraités qui arrivent, qui font de la sécu, qui apprennent aux jeunes, et entre autres aux jeunes de banlieue, à lire, à écrire, enfin beaucoup de choses comme ça, des gens qui sont déscolarisés. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'impliquer aussi dans l'hôtellerie, parce qu'effectivement, on a cette génération Z, peu importe, on va les appeler comme on veut, qui peuvent être de temps en temps un peu fébriles à démarrer, à vouloir faire ce métier-là. Donc, quoi de mieux qu'un ancien à la retraite pour leur apprendre un métier? Quelqu'un qui a de la patience, quelqu'un qui va sortir de son quotidien, de tous les jours, où il s'enquiquine un peu à la maison, parce qu'il a été habitué pendant des années à fonctionner dans l'hôtellerie, donc il était habitué à travailler, à s'occuper. Donc lui, il est heureux de venir, déjà d'une part, on sort de son quotidien, il faut venir 3 jours par semaine, moi c'est ça. Et j'ai été chercher par exemple quelqu'un du Prince de Galles, Sissoko, qui était quelqu'un de fabuleux, que j'ai eu la chance de connaître au Prince de Galles, qui a fait 41 ans au home service, donc aujourd'hui c'est lui qui est en charge du home service et pour apprendre aux jeunes comment ça fonctionne. Alors cette idée elle m'est venue très naturellement, c'est qu'à un moment donné on regarde nos plannings, on se retourne et puis on dit malheureusement ça va être compliqué de trouver quelqu'un qui arrive à 6h du matin. Donc quand on dit à un jeune tu viens bosser à 18h, il lève la main tout de suite, il dit pas de problème, je viens tout de suite. Mais quand on lui dit par contre demain ce sera 5h40 ou 6h le temps de se mettre en place, c'est pas la même musique. Donc la sérénade on l'a fait différemment, on prend le problème à l'envers et puis on prend des gens qui sont capables de les former et qui se lèvent tôt. Super. C'est une super initiative. On était chez Pierre Hermé, on avait des initiatives sur l'inclusion avec les personnes en handicap et d'entendre ce genre de transmission du savoir finalement, de transmettre aux jeunes. Je trouve que c'est hyper intéressant. C'est vrai que ça se fait beaucoup aux États-Unis, en France. Les seniors, ils n'ont pas leur place, clairement. Et là, je trouve que c'est une bonne initiative. Complètement. Ils n'ont pas leur place quand ils sont encore plus ou moins sur le marché. C'est ce qu'on dit maintenant. Mais on s'aperçoit que finalement, on en a quand même énormément besoin. Et on y revient de plus en plus, et c'est ça qui est positif. Parce que finalement, être senior, c'est avoir de l'expérience, tout simplement. Complètement. Oui. Et puis aussi, parfois, avoir une flexibilité, peut-être, voilà. Et puis, des différences... Oui, on n'est pas dans... Enfin, il y a aussi le côté générationnel où on n'a pas toujours les mêmes attentes, effectivement entre la génération qui, aujourd'hui, est retraitée et la génération Z dont tu parlais. Et justement... c'était une question que je voulais te poser, donc tu as déjà commencé à y répondre en partie, qui était comment est-ce que l'hôtellerie relève ce défi d'avoir de plus en plus donc, sur le marché du travail aujourd'hui dans les actifs des personnes qui sont issues de la génération Z, pour qui peut-être l'équilibre vie pro, vie perso est plus important que les aînés. Donc en partie, je vois bien que tu exerces comme ça avec tes plannings. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu observes chez la génération Z? Ça fait plusieurs questions en une, mais voilà. Non, je crois que les jeunes, on va parler des jeunes actuels, la génération Z, est consciente que c'est un métier difficile. Ils veulent encore le faire, parce qu'il y a encore des écoles qui s'en plaignent. On va chez Ferrandi. Oui, c'est vrai. Ça débouche de partout. Il y a des motivés, des gens passionnés. Des passionnés, Je crois qu'il faut aller chercher la passion chez le jeune déjà avant tout, lui apprendre, lui communiquer cette passion. Et puis une fois qu'on lui a communiqué, ça roule. Je crois qu'il n'y a pas d'autre réponse finalement. Ça va. Vous allez rencontrer différents caractères, différentes façons de raisonner, et
la plus importante, c'est quand même d'impliquer le collaborateur, l'humain. Et après ça, évidemment, une fois qu'il est impliqué, une fois qu'on lui démontre pourquoi, on lui explique ça, et qu'après, petit à petit, quand on prend des stagiaires, celui qui démontre à ces stagiaires-là comment ça fonctionne, finalement, il a cette fierté de pouvoir faire perdurer. Après, vie professionnelle, vie perso, effectivement, ils partent surtout à l'heure et ils arrivent légèrement en retard. Mais c'est normal, c'est le quart d'heure. Mais en fait, en définitive, on n'est pas vraiment sur une grosse problématique. C'est-à-dire qu'on ne va pas être en colère contre eux, on va être juste un peu fâché parce qu'ils sont en retard. Voilà, on va expliquer, bon, les gars, il faut simplement que vous arriviez un peu plus en avance. Pour ça, il faut arriver en avance pour éviter d'être en retard. Et puis après, je vous promets, je sais que ça peut faire rire, mais c'est souvent ce que j'explique. Et je suis pas en colère contre toi, mais contre ton retard, c'est très important. Ce qui serait bien, c'est que ce retard, on le gomme et on l'oublie. Après, évidemment, ils ont une manière de fonctionner qui est complètement différente de celle que moi j'ai pu connaître. Ils sont beaucoup plus cool, et je vois rien qu'avec mon fils qui a 18 ans. Le cool, comment ça se manifeste par quoi? Par une manière de se comporter plus zen, moins stress. Ouais, ça va se faire. Ne vous inquiétez pas, j'étais dessus, oui, mais bon, enfin, de toute façon, oui, voilà, ça va aller, ça va se passer, j'ai largement le temps. Bon, enfin bref, c'est juste parce qu'on est tellement... Ah, j'entends ces phrases dans mon équipe, là-bas. On est tellement méticuleux que finalement, on s'aperçoit à la fin que c'est fait. Des fois, c'est fait de manière... oui, non, mais c'est fait. C'est fait à un autre rythme, c'est fait. Et puis finalement, ça nous cadence aussi, ça nous permet de faire du bien à notre palpitant, à notre rythme cardiaque aussi quelquefois. On vient se greffer à ça et finalement, c'est aussi à nous de nous adapter finalement. Et on doit aussi les remercier d'être là, bien sûr. Il faut apprendre de tout le monde et apprendre des jeunes, c'est très important. Et on apprend beaucoup de jeunes qui sortent de l'école aussi. Parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui débutent sans aucun diplôme. Il y a des jeunes qui sortent de l'école et ces jeunes-là, ils nous amènent d'autres idées, d'autres façons de penser. C'est un qui l'a très bien compris chez Accor, c'est Sébastien Bazin. Sébastien Bazin, qu'est-ce qu'il a fait il y a 8 ans? Il a créé le Shadow Comex. Le Shadow Comex, ça représente une dizaine de personnes qui ont entre 25 et 35 ans. Et dans le Shadow Comex, ce sont des gens qui, dans l'ombre, prennent des décisions pour le groupe Accor. Et voilà, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est Bazin lui a dit, écoutez, on n'est plus que des quinquas, on n'avance plus, on prend les mêmes décisions, on prend plus de risques. On se mouille plus, qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre des jeunes, cette génération Y qui arrive, qui était les Y d'avant, et puis finalement, qui eux vont définir des projets sincères que nous on va aider à développer. Et voilà, finalement c'est ce qui les a sauvés pendant le Covid, parce que finalement s'ils n'avaient pas vendu leur mur d'hôtel Accor, alors qu'il il ne serait plus qu'une poussière. Finalement, ils ont perdu 1,4 milliard simplement, au lieu d'en perdre 3, et grâce au Shadow Comex, et grâce à cette émergence de jeunesse pleine d'idées, pleine d'enthousiasme, il a réussi à sauver sa société. Bon, pour moi, c'est toujours un exemple. C'est vrai que nous, on en parle beaucoup. On a une étude sur l'hospitality et on voit comment LVMH fait des partenariats avec Accor, avec Laurent Express, et où là, on a eu des résultats de Kering hier où c'est juste la cata. Mais qu'en fait, il se disait dans les articles que Bernard Arnault se positionne de partout dans l'hospitality, dans le sport, dans les clubs de foot, versus Kering qui pour le moment reste à sa place. Et en fait, voilà, le fait de s'impliquer dans l'art du voyage, dans le travel, Bernard Arnault qui est en train d'apprendre de Accor, mais qui va bien l'utiliser dans son hôtel Louis Vuitton avenue des Champs-Élysées, il est smart. Il est smart, il a compris qu'on peut pas rester figé, comme tu nous l'évoquais par rapport à Accor. J'ai eu un bon mentor là-dessus, j'ai travaillé pour Richard Branson en Écosse. Richard Branson, c'est le groupe Virgin, tout simplement. Tu l'as côtoyé en bien sûr, j'ai eu même un one-to-one avec lui. Et si j'en suis là, c'est parce que tout simplement Richard Branson, parce que je ne peux pas me permettre de l'appeler Richard, un jour m'a dit, asseyez-vous Frédéric, je venais de débuter, je parlais pas trop anglais, et il m'a dit, il y a eu un tirage au sort, on était une cinquantaine, et j'ai été tiré au sort, je venais d'arriver, j'étais commis wine waiter. Et j'ai eu la chance, d'habitude c'est un assistant qui venait, là c'est monsieur Branson qui s'était déplacé. Et en fait, il m'a dit, alors qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous êtes français? Yes, I'm French. I just start to speak English. It's very difficult for me, etc. avec mes mots. Et how do you see your career in a few years? Expliquez-moi comment vous allez faire, comment vous voyez votre carrière. I don't know, maybe I will be best wine waiter that I can in the world. Yes, it's good, no, not too bad, but I'm barman also. I did a lot of things, I won a lot of competition from the bar. Et je lui ai expliqué après, je lui ai dit, mais je sais pas, j'aimerais un jour être comme vous, mais c'est pas possible. Et il s'est levé, il m'a dit, prenez mon fauteuil. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé en management. Je me suis assis le fauteuil chaud, bouillant de Richard Branson. Et il m'a dit, voilà, vous y êtes. Il me dit, maintenant, il n'y a que vous qui pouvez vous propulser. Je peux rien faire de plus 7 minutes 30 d'entretien avec Richard Branson. Puissant. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et en fait, quand je suis reparti d'Écosse, je suis reparti grandi. Je suis reparti complètement grandi et changé, parce que après, quand on voit ce que fait Branson, bon, ça ressemble exactement à ce que fait
de son côté, il a quand même envoyé des fusées dans l'espace, il a créé des avions, il a créé une marque de coca, des jeans, il a ouvert des hôtels, ce mec est stratosphérique, quoi. Et d'ailleurs, sur mon LinkedIn, vous avez la phrase de Richard Branson, si quelqu'un vous propose une opportunité, dites oui, vous apprendrez après. Voilà. J'ai toujours regardé. Magnifique. C'est mon petit secret. C'est mon petit secret. Ça peut faire peur à certains recruteurs, mais au contraire, je trouve que... Moi, je dis toujours oui à mes clients et après, je me dis comment je vais faire. Mais je dis oui tout le temps. C'est du Richard Branson. Tu le fais, après, tu te dis. Je réussis. T'as appris déjà beaucoup, tu t'es développé, tu te dis. Et en fait, j'ai réussi, quoi. Et maintenant, j'oserais dire que je peux faire ça. C'est magique. Tout à fait. C'est très inspirant. L'aparté. Et dans les apartés, moi, quand on s'est rencontrés la première fois, tu m'as raconté un petit peu les rencontres que tu avais fait dans tes différents établissements, ce qui s'était passé pendant le Covid, pendant que moi, j'étais au bout du rouleau. Et j'aimerais bien que tu partages avec nous d'autres petits secrets de ta vie dans les hôtels 5 étoiles et les palaces. Il y a eu beaucoup de choses. Quand on travaille dans des palaces, on côtoie des gens connus, célèbres, qui sont importants, mais qu'il faut choyer. Alors j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'affinités avec Bella Hadid, entre autres. Mais après, donc voilà, on se pose avec différentes personnes, je crois qu'il faut être soi-même, naturel, et leur montrer qu'on est là pour eux. Et puis voilà, j'ai eu la chance d'avoir Michael Jordan, qui était quelqu'un d'extraordinaire, et c'est moi qui m'en suis occupé de A à Z, et voilà, il était très content de mon service, et il fallait pas se couper, parce qu'il y a les contrats quand vous accueillez Michael Jordan, vous l'appelez pas par son nom, vous l'appelez à l'époque c'était Monsieur Green, c'est Mr. Green, il faut pas prendre de photos, faut pas être insistant, faut faire attention que derrière la sécu fasse son boulot, et voilà, je me rappelle à l'époque au Prince de Galles, mon GM, mon général manager, avait un peu de mal avec moi, et son garde du corps est venu me voir en me disant Michael Jordan adore ton service, il veut être servi que par toi. Et je lui dis est-ce que tu peux me faire une faveur? Et il voulait me faire passer $200, je me rappelle très bien. Et je lui dis écoute Rino, c'est son surnom. Et je lui dis écoute Rino, garde ton argent, dis simplement à Michael Jordan que je veux que mon directeur général soit au courant de ça. Simplement. Donc il a fait passer l'information et j'ai dû le valider 3 semaines après parce que c'était le gros contrat de l'hôtel. Très important. Après j'ai eu l'émir du Qatar, j'ai eu tellement de monde. Il m'est arrivé de rester même ami avec des gens comme Bruno Solo, l'acteur, qui est un super pote à moi maintenant. Bruno Garcia, le réalisateur. Enfin voilà, on a beaucoup de monde, Castaldi, Morandini. On garde des liens, mais après, il faut toujours garder ce profil bas et rester soi-même. C'est eux les stars, pas nous. Et donc tu nous as parlé de Richard Branson qui a joué un rôle important, qui t'a beaucoup inspiré. Dans les personnalités que tu as pu côtoyer, est-ce qu'il y a une personne, oui vraiment, qui t'a inspiré également, quasi aussi fortement Pour répondre à votre question, pour une personne qui peut t'inspirer, c'est à double tranchant. Quand on est dans l'hôtellerie de luxe, il faut admettre que le syndrome de Stockholm existe. C'est vrai. C'est vrai, tu l'as expérimenté. J'ai une deuxième personne qui s'appelle Aaron Kopp, qui est un Allemand qui maintenant est en charge de Raffles Dubaï, un magnifique, qui avant est passé par Jumeirah Tower à Londres, etc. Il a une très belle carrière, qui a été mon mentor, mais j'ai vraiment souffert. Vraiment. Déjà, il ne me voulait pas au départ, il a fallu que je me batte sur 2 entretiens, il m'a accepté. Ça a été la guerre tous les jours, pour beaucoup de choses. Pendant 1 an, il m'a tapé dessus, après. Il m'a humilié, il m'a ridiculisé, c'était très dur, c'est un management. Attention, je n'étais pas le seul, on avait chacun sa posologie, c'était sa méthode de fonctionnement. Ça a été très dur psychologiquement, ça m'a endurci. Ça m'a permis de sortir de ma zone de confort au quotidien, c'est-à-dire de sortir de cette zone de danger que l'on cultive tous malheureusement quand on reste dans nos retranchements. Voilà, c'est un peu ça. Il m'a permis d'aller développer ses capacités managériales, d'aller développer ce qui en fond de moi finalement ne ressortait pas suffisamment. Ce qui fait que je suis sorti beaucoup plus fort et beaucoup plus costaud et même meilleur que ce que j'avais pu connaître. Pourtant j'arrivais du Ritz, mais quand je lui ai dit que j'arrivais du Ritz, je pensais que j'étais champion du monde. Vous savez, c'est comme Mbappé qui arrive du PSG, qui pense qu'il va être champion au Real de Madrid, mais malheureusement il va falloir qu'il sorte aussi de sa zone de confort pour être meilleur que Vinicius ou d'autres personnes comme ça. Et c'est vrai que cette personne-là finalement m'a rendu service et ça c'est resté mon mentor. Mais je suis passé par des épreuves très très difficiles. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est que j'ai été capable, comme dans le tri du chocolat et chocolat blanc, chocolat noir, c'est qu'on va garder la matière grasse, on va l'acheter, il va rester 26%
du chocolat qui va être fabuleux. On va garder cette partie, la meilleure partie du chocolat, et puis on va la donner à ses équipes. En fait, on va pas rendre coup pour coup ce qu'on vous donne. Voilà. Ça, c'est important. Et donc aujourd'hui, tu es toujours en relation avec lui? Alors Aaron, je suis plus trop en relation avec lui. Ça a été mon mentor, mais je ne suis plus trop en relation avec lui. On s'envoie un message de temps en temps, à Noël, au 1er novembre. J'ai vu que la dernière fois, il était venu sur mon LinkedIn, ça m'a fait plaisir. J'en étais. Et dès que je peux, j'envoie un petit message quand il a un chouette costume, des choses comme ça. Parce qu'il avait vraiment cette version italienne. Il est arrivé de Armani Hotel à Paris, à Milan. Donc il nous a tous réappris à nous habiller correctement, à nous tenir. Voilà, ça c'était aussi important, ça faisait partie du style. Donc ça restera mon mentor, je pense, au niveau managérial. Au niveau de l'hôtel où nous sommes, Maison Albar, c'est quoi la répartition entre la clientèle locale, internationale? On va avoir, alors pour la clientèle, répartition de la clientèle interne hôtel, on va avoir 75% d'Américains, on va avoir 15% issus de l'Europe, et puis le reste c'est l'Asie. L'Asie, la Chine, la Corée, le Japon? Oui, il y a un peu de tout, il y a du Japon, il y a de la Chine, en ce moment on a pas mal de Chinois, effectivement. L'Asie en général, ça peut être... Et ils viennent par rapport au chef et au restaurant? Non, ils viennent, alors en général, la clientèle qui vient à Paris vient aussi pour visiter Paris. Et ils choisissent notre hôtel parce qu'on est central, on est centric, comme ils disent. Et ça, c'est important aussi. Alors, il n'y a que 8% de notre clientèle d'hôtel, pour avoir fait le calcul, qui descend dans notre restaurant, bizarrement. Simplement, ouais, c'est bizarre. Donc vous avez une clientèle externe pour le restaurant? J'ai quasiment que du Parisien ou de la clientèle étrangère issue d'autres hôtels. On a beaucoup de réservations via conciergerie, ça c'est important. D'accord. C'est bien. Et donc effectivement, 75% sont des Américains. Et qu'est-ce qui fait la particularité de l'hôtel pour que les Américains apprécient tant Maison Albar? Maison Albar, c'est aussi Maison Albar, c'est un groupe, donc je voulais expliquer cet hôtel, mais Maison Albar le Vendôme, c'est un peu la vitrine du groupe. C'est-à-dire on a un spa, possibilité de se faire masser des massages, on a un restaurant très sympa, on a un breakfast pour vous régaler tous les matins avec divers plats, omelettes, on a des pancakes, on a des gaufres, on a des viennoiseries, on fait des salades de fruits de maison, on va chercher des jus d'orange, pareil, pressés, de meilleure qualité. On essaie d'avoir vraiment un top summum qualité au niveau du fooding aussi, ça c'est important. Et puis aussi, je vais vous dire une chose, il y a quelque chose qui est vraiment à signaler, c'est que les gens ils se penchent tout simplement sur les réseaux sociaux. Ils regardent combien vous êtes classé, quelles sont les critiques, et puis si vous êtes bien classé, vous avez plus de chances d'aller récupérer une clientèle qui va rechercher justement ce côté luxe 5 étoiles. Et puis le dernier point, c'est que le prix d'une chambre ici coûte en moyenne entre 395 et pour l'instant 410 €, donc ce qui ne fait pas de nous l'hôtel le plus cher. Ça aussi. Pour un 5 étoiles. Pour un 5 étoiles, ouais, tout à fait. Tout à fait. Quelle qualité est-ce que tu recherches chez les candidats que tu recrutes? Moi, je recherche avant tout, et j'arrive à le déceler très rapidement, de la sincérité, de l'envie. Sincérité et envie. Je crois que c'est le plus important. Quand on a les deux, on est sincère envers soi-même, c'est-à-dire qu'on est capable d'écouter une critique et de s'améliorer après derrière, on est capable de savoir ce qui va pas chez vous-même. Déjà, avant d'élever vos collaborateurs, il faut penser à vous élever vous-même. C'est un petit peu mon principe. Je l'avais appris au Ritz, essentiellement. Mais ce que je vais rechercher, c'est ces deux choses-là, sincérité, honnêteté, envie de bosser pour apprendre, curiosité. Voilà, après, je me moque complètement que le candidat n'ait pas d'expérience. Ok. Et donc ça, tu arrives à le déceler dans la conversation, pendant l'entretien disons que... ton ressenti, ton expérience, ton intuition. Alors, je dis pas que je suis médium. Non, mais bien sûr. Voilà, des choses comme ça, mais franchement, avec l'expérience, il y a 10 ans, je ne pouvais pas me comporter de la même manière qu'aujourd'hui en entretien. C'est-à-dire que je n'avais pas la même expérience. Et cette expérience-là fait qu'aujourd'hui, effectivement, on va avoir un candidat pendant 1 heure. Quand un candidat, à un moment donné, vous pipote, c'est pas vous que je vais expliquer, vous le voyez très bien. Et souvent, on va poser 2-3 petites questions pièges, mais ça va être des questions sur l'enfance. Pourquoi il est là, où c'est qu'il a grandi, et c'est souvent ce que je vends. Quelle équipe de foot il aime. Je pars là-dessus et après je replace les arguments dans la conversation. Et s'ils ne sont plus les mêmes, ça veut dire qu'il m'a pipoté. C'est aussi simple que ça. Donc une discussion, tu vas privilégier une discussion où
ouverte avec de l'authenticité, du partage. Non, parce qu'un candidat nous dit qu'il est motivé et qu'il a envie de poser des assiettes sur la table, qu'il parle anglais et que sa passion c'est le client. Non, à un moment donné, quand le client il va être énervé, qu'il va lui crier dessus, qu'il y aura énormément de monde quand on est sous-staffé parce qu'il y a des gens malades, ce sera plus sa passion, hein, je vous garantis. Sa passion, ce sera de rentrer à la maison, mettre ses pieds dans une bassine d'eau et puis de se reposer, quoi. Mais honnêtement, voilà, donc on sait, parce qu'il y a ce côté humain qui va s'adapter à tout, et puis ce côté humain qui s'adaptera à rien du tout parce qu'il n'en aura pas envie. On appelle ça les sentiments. Et ces sentiments-là, cette motivation-là, il faut la piquer de temps en temps derrière la nuque pour pouvoir la renclencher. Et ça passe par des axes managériels sur le flanc. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Si, très bien. Justement, par rapport à la motivation, et puis pour conclure notre podcast, c'est quoi ta motivation pour te réveiller tous les matins? Et si tu as un mantra, est-ce que tu peux le partager avec nous? Alors moi, ma motivation tous les matins, quand je me lève, c'est de me dire qu'aujourd'hui, je vais encore dépasser l'espérance de mes clients. Et je me bats pour ça, en fait. Je sors de mon travail au quotidien vidé. C'est-à-dire que je n'ai plus de regrets, en définitive. Pour moi, c'est très important de me dire, là, j'ai pas de regrets. Si on a des plaintes, c'est pas grave, moi, on les assumera. J'ai tout donné. Et en fait, le fait de tout donner à ses clients, à ses hôtes, à ses collaborateurs, à ses artisans, je crois que ça fait partie d'une vie très mouvementée. C'est pas à vous que je vais l'expliquer, parce que vous êtes passé par là aussi, chacun avec vos métiers différents, on est arrivé là, c'est magnifique. Mais donc, quand vous êtes là, il faut avoir cette foi. Et j'ai un GM, pour conclure, qui m'a dit un jour, il s'appelait Christian Boyens, Stéoritz, et il avait un bel accent allemand que je n'imiterai pas, même si je le faisais très bien à l'époque. Et il m'a dit, vous savez, Frédéric, il était en train de signer des papiers, il était 21h30. Et il m'a dit, vous savez, Frédéric, il posait ses papiers, il signait, sa secrétaire lui faisait tourner les pages, il faisait les mêmes horaires que lui. Il m'a dit, vous savez, Frédéric, c'est pas un job que j'ai, c'est une passion. Et à partir du moment où vous avez une passion, je crois que c'est plus facile que si vous vous contentez d'avoir un job qui vous nuit. On adore. On adore. On adore. Merci beaucoup, Frédéric. Merci infiniment à vous. C'était passionnant. C'était canon. C'était un plaisir de vous recevoir aux Maisons Albar Le Vendôme, au 7 rue du Helder. Et on était ravis que vous ayez pu découvrir cet endroit-là. Et j'espère un jour pouvoir vous inviter à dîner toutes les deux dans notre restaurant Yakuza. Merci beaucoup. Plaisir. Merci Frédéric. Merci Frédéric.